Le film, basé sur des faits réels, commence en 1793, au moment où la Révolution française s'accélère et plonge le pays dans une instabilité profonde. Les révolutionnaires capturent la dernière reine de France, Marie-Antoinette. Elle traverse avec dignité une foule mécontente et agitée avant de monter sur l'échafaud. On l'amène ensuite à la guillotine, et bientôt, la lame tranchante s'abat sur son cou sous les cris et les acclamations de la foule. Parmi les spectateurs se trouve Napoléon Bonaparte, officier d'artillerie encore peu connu, qui observe la scène avec un détachement surprenant. Plus tard, pendant que les autres discutent encore de la mise à mort de la reine, Napoléon, en compagnie du commissaire militaire Paul Barras, élabore un plan pour repousser les Anglais du port de Toulon, où une partie importante de la flotte française est bloquée. L'artilleur décide de se rendre personnellement sur place afin de diriger l'attaque et de superviser chaque étape de l'opération. Il inspecte également les positions ennemies et étudie attentivement le terrain afin de mettre en place une stratégie solide. Un soir, alors que les patrouilles britanniques, détendues et confiantes, chantent des chansons sans se douter du danger, Napoléon lance l'assaut. Ses hommes escaladent discrètement les murs du bastion à l'aide d'échelles, tandis que les sapeurs placent des charges explosives contre les fortifications. Lorsque l'ordre est donné, les explosions retentissent et les canons ouvrent le feu. Les Britanniques, surpris dans leur caserne, tentent de se défendre, mais les Français franchissent déjà les brèches créées dans les murs. Mais Napoléon lui-même se jette dans la bataille, montrant un courage remarquable. Grâce à cette attaque surprise et bien coordonnée, les Français prennent le fort et retournent les canons contre la flotte anglaise. Au matin, impressionné par cette victoire éclatante, Barras promeut Napoléon au grade de général de brigade. Cependant, la situation politique reste instable. Barras s'inquiète des troubles au sein du gouvernement, où personne ne semble réellement détenir le pouvoir. Même Robespierre, autrefois figure dominante de la Révolution, est arrêté et exécuté. Le 27 juillet 1794 marque la fin de la terreur, et des dizaines de milliers de prisonniers sont libérés. Malgré cette accalmie apparente, l'instabilité demeure. Pendant que la population se divertit avec des spectacles inspirés de la Révolution, Napoléon reste en retrait, observant et réfléchissant à son avenir. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Joséphine lors d'une réception organisée dans les cercles parisiens. La jeune femme est intriguée par ce militaire ambitieux et réservé. Peu de temps après, Napoléon aide un jeune garçon à récupérer une relique familiale, le sabre de son père exécuté pendant la Révolution. En se rendant à l'arsenal, où sont stockés des milliers d'armes appartenant à des officiers exécutés, il retrouve finalement le sabre et le rend à l'enfant. C'est à cette occasion qu'il rencontre à nouveau Joséphine, la mère du garçon. Sans hésiter, il l'invite à prendre un café, et leur relation évolue rapidement vers une liaison amoureuse intense. Pendant ce temps, la situation politique à Paris continue de se détériorer. Les royalistes organisent des rassemblements qui deviennent de plus en plus menaçants. Barras, inquiet, fait appel à Napoléon pour rétablir l'ordre. Avec une grande détermination, Napoléon utilise son artillerie pour disperser les insurgés. Cette démonstration de force lui permet de renforcer considérablement sa réputation. Peu après, il épouse Joséphine, consolidant ainsi son statut social. Cependant, leur relation est rapidement mise à l'épreuve par les ambitions de Napoléon et les infidélités de Joséphine. En tant que général, Napoléon mène plusieurs campagnes militaires, étendant l'influence française et affrontant divers ennemis. Lors de la campagne d'Égypte, il combat les forces locales avec l'avantage de son artillerie et de sa stratégie. Pendant ce temps, Joséphine entretient des relations avec d'autres hommes. Lorsque Napoléon apprend cette trahison, il est profondément affecté. Au début, il refuse d'y croire, mais finit par accepter la réalité. Il décide alors de rentrer en France pour régler la situation, malgré le risque d'être accusé de désertion. À son retour, il découvre que sa réputation est déjà entachée par les rumeurs. Les journaux se moquent de lui et de sa situation personnelle. Lorsqu'il retrouve Joséphine, une violente dispute éclate entre eux. Malgré cette crise personnelle, Napoléon continue de gravir les échelons du pouvoir. Accusé de désertion, il se défend en soulignant les faiblesses du gouvernement et les menaces extérieures qui pèsent sur la France. Avec le soutien de ses alliés politiques, il organise un coup d'État décisif. Le 9 novembre 1799, Napoléon renverse le Directoire et prend le contrôle du gouvernement. Son frère Lucien joue un rôle clé dans cette opération en influençant les décisions politiques. Grâce au soutien de l'armée, l'opposition est rapidement réduite au silence. Napoléon devient premier consul et concentre progressivement tous les pouvoirs entre ses mains. Il met en place des réformes visant à stabiliser le pays et à renforcer son autorité. Cependant, son ambition ne s'arrête pas là. Il aspire à devenir empereur et à asseoir son pouvoir de manière durable. Avec l'aide de conseillers influents comme Talleyrand, il renforce sa position sur la scène internationale. Les négociations diplomatiques se multiplient, mais les tensions persistent, notamment avec l'Angleterre. Face au refus de conclure la paix,
Napoléon voit dans cette opposition une justification pour accroître son pouvoir. Il décide alors de franchir une nouvelle étape. Le 2 décembre 1804, lors d'une cérémonie grandiose à Notre-Dame de Paris, il se couronne lui-même empereur, affirmant ainsi qu'il ne dépend d'aucune autorité supérieure. En tant qu'empereur des Français, il doit néanmoins faire face à un problème majeur, l'absence d'héritier. Joséphine ne parvient pas à lui donner d'enfant, ce qui fragilise la stabilité de la dynastie. En 1805, les armées russes et autrichiennes se rassemblent près du village d'Austerlitz pour affronter les forces françaises. Napoléon met en place une stratégie brillante, attirant l'ennemi dans un piège soigneusement préparé. Au moment décisif, il lance une attaque fulgurante. Les forces alliées sont encerclées et subissent une défaite écrasante. Malgré cette victoire, la question de la succession reste préoccupante. Napoléon prend la décision difficile de divorcer de Joséphine. La séparation est douloureuse, mais il la considère comme nécessaire pour assurer l'avenir de l'Empire. Il épouse ensuite Marie-Louise d'Autriche, qui lui donne un fils, garantissant ainsi la continuité de sa lignée. Cependant, les relations internationales continuent de se détériorer. Lorsque le tsar Alexandre Ier rompt le blocus continental, Napoléon décide de lancer une campagne contre la Russie. En 1812, la Grande Armée pénètre en territoire russe. Les combats sont violents, notamment lors de la bataille de Borodino, qui fait de nombreuses victimes des deux côtés. Napoléon parvient à entrer dans Moscou, mais la ville est abandonnée et incendiée. L'hiver approche rapidement, et les conditions deviennent extrêmes. Le froid intense, le manque de nourriture et les attaques constantes affaiblissent considérablement l'armée française. La retraite devient inévitable et se transforme en catastrophe. Sur les centaines de milliers de soldats engagés, seule une minorité survit. Cette défaite marque un tournant dans la carrière de Napoléon. Affaibli, il est contraint d'abdiquer et est exilé sur l'île d'Elbe. Malgré cela, il ne renonce pas à son ambition. Il parvient à s'échapper et revient en France, où il est accueilli par des soldats qui se rallient à lui. Cet épisode marque le début des 100 jours. Une nouvelle coalition européenne se forme pour mettre fin à son règne. La confrontation finale a lieu à Waterloo. Lors de cette bataille décisive, les conditions météorologiques défavorables ralentissent les troupes françaises. Napoléon hésite à lancer l'assaut, ce qui permet aux forces ennemies de se renforcer. Malgré plusieurs offensives, l'arrivée des renforts prussiens scelle l'issue du combat. Les troupes françaises sont vaincues. Cette défaite met définitivement fin à son pouvoir. Napoléon est alors capturé et exilé sur l'île de Sainte-Hélène, située au large de l'Afrique. Loin de la France et des champs de bataille, il passe ses dernières années à écrire ses mémoires et à raconter son histoire. Isolé, il repense à son ascension et à ses nombreuses conquêtes. Il meurt le 5 mai 1821. Le film se termine en rappelant que les guerres menées sous son commandement ont causé la mort de plus de 3 millions de personnes, laissant derrière lui un héritage aussi impressionnant que tragique.